Il est évident qu'il y a eu des règlements de compte, mais ils n'ont jamais été généralisés. C'est ce qui se passe partout, avec plus ou moins d'ampleur et de violence. Après les guerres, quand des renégats, utilisés pour les basses besognes, sont abandonnés par ceux qui leur ont fait combattre leur propre peuple. La France, après mai 1945, avec ses collabos, la Yougoslavie de Tito avec les Ouastachi, les policiers tchèques qui ont aidé la Gestapo de Heydrich, les Ukrainiens qui ont servi dans l'armée d'Hitler et des centaines d'autres exemples à travers les époques et les continents. Après ce triste rappel que la guerre des mines n'a pas cessé, je retourne à mon unité un peu moins joyeux qu'avant. Sur ordre, je fais mouvement sur Annaba. Sitôt à Annaba, j'installe mes hommes dans le dortoir d'un lycée pour jeunes filles. La proviseure, une Française, me prête spontanément son concours. Elle me dit, surprise et amusée, « Vos soldats sont plus disciplinés que mes filles. » J'essaie d'obtenir de la hiérarchie de rester un jour ou deux de plus à Annaba pour remettre en meilleur état mes équipages. Vainement, des camions civils réquisitionnés me conduisent à destination. Le lendemain matin, alors que mes hommes n'ont pris que 2 heures de repos, je déplace mon unité à Azaba. Le nord constantinois, territoire de la Wilaya 2, n'est pas entièrement sous le commandement de l'état-major. Me voilà donc engagé en zone d'insécurité. Heureusement, tout au long de mon séjour dans cette région, je ne déplore qu'un seul incident mineur. Des dizaines de djunouds armés entassés dans des jeeps, sans doute un butin de guerre, passent et repassent devant l'école où je suis caserné. Voulant sans doute provoquer, ils crient « Jaish el-Wilaya ». Nous campons une vingtaine de jours sur place. Les habitants nous réservent un accueil exceptionnel. Ils sont d'une grande générosité. Les femmes nous ramènent de la nourriture. La région est connue pour son rigorisme et sa pruderie. Une barrière séculaire tombe. Nous ne sommes pas des étrangers devant lesquels les femmes se voilent ou cachent leur visage, mais leurs enfants et leurs frères dont elles sont fières. Nous sommes émus par tant de confiance et de chaleur humaine. Pendant tout notre séjour dans cette région où les valeurs ancestrales sont portées fièrement, je n'ai pas relevé un seul signe d'hostilité. Après Azaba, Kolo. Un jour, alors que mon bataillon est sur les hauteurs de cette belle ville côtière, au lieu dit Zeytouna, dans un ancien poste de l'armée coloniale, j'entends un chahut dehors. Je me précipite vers le portail. Plusieurs dizaines de femmes viennent vers nous. Elles brandissent des drapeaux en criant « La ilaha illallah ». Je crois d'abord à une manifestation comme celle qui se déroule un peu partout dans le pays. Je dépêche un homme pour voir de quoi il s'agit. Après s'être enquis des raisons de cette effervescence, il revient pour me dire que ces femmes désirent visiter Al-Hansha Elli Bil'at Rjalna, le monstre qui a avalé nos hommes. Je donne aussitôt mon accord. Je visite avec elles les sous-sols. Derrière une porte, il y a une grande salle. Je la fais éclairer. Le spectacle qui s'offre à la vue fait frémir. Les anciens maîtres des lieux n'ont même pas pris la peine de cacher les preuves de leurs crimes. Les murs sont maculés de sang séché et noirci. Encore attachés à des tables en fer, des fils électriques terminés par des électrodes montrent à quel usage tout cet attirail a servi. Une baignoire, sabot, est encore pleine d'un liquide nauséabond. À l'odeur, on en devine le composé. Des anneaux métalliques scellés dans le sol renseignent sur l'horreur vécue par ceux qui ont été enfermés là. La douleur des femmes autour de moi est silencieuse et digne. Des larmes inondent les visages. De gros soupirs soulèvent les poitrines. En d'autres temps, j'aurais entrepris des fouilles pour retrouver les restes des suppliciés. Plus tard, ceux qui creuseront dans les cours des anciennes casernes françaises ou dans leurs abords immédiats découvriront d'innombrables charniers. La population d'Edjbel, au relief difficile, là où l'armée française a porté l'essentiel de son effort, a payé le prix fort à la guerre d'indépendance. Cette langue halte à Zeytouna me permet de m'informer de ce qui se passe dans le pays. Les choses ne sont pas simples. Le 5 juillet 1962 est une rupture violente. Les pieds noirs continuent de fuir l'Algérie par tous les moyens de transport possibles en abandonnant maisons, meubles, objets d'art et véhicules automobiles. La politique de la terre brûlée pratiquée par les forcenés de l'OAS a précipité leur exode, rendant obsolètes les accords d'Évian. N'ayant plus de ressortissants à protéger ou à aider, la France se détourne de l'Algérie, la laissant face aux problèmes d'un pays qui vient de vivre pendant presque 8 années une guerre dévastatrice. L'état des lieux n'inspire pas l'optimisme. Des millions de déplacés, une administration réduite à sa plus simple expression par le départ des cadres français, une économie qui ne fonctionne plus, une insécurité généralisée et des dizaines de milliers d'armes dans la nature.
Les chiffres officiels des pertes côté algérien donnés par l'état-major militaire français en Algérie et que rapportera plus tard Reda Melek dans son livre L'Algérie à Évian montrent ce qu'a coûté aux Algériens l'ampleur de l'effort de guerre français. Au 23 octobre 1958, 77 000 Algériens sont morts au combat et 60 000 sont faits prisonniers. Au 10 novembre 1959, 145 000 Algériens sont morts au combat et l'on compte 30% de plus de prisonniers. Cela signifie que les pertes algériennes ont doublé en moins d'un an et que l'année 1959 aura fait à elle seule autant de victimes que les 4 années antérieures réunies. Toujours selon les mêmes sources, les victimes civiles atteindraient en septembre 1959 le chiffre de 600 000. En ce qui concerne les camps de regroupement, Paul Delouvrier évolue leur population en mars 1959 à 1 million de personnes. En janvier 1960, Monseigneur Rodin et le pasteur Beaumont les chiffrent, eux, à 2 millions. À la veille de l'indépendance, le nombre des détenus s'élevait à 40 000 en France et à 16 000 en Algérie. Le nombre relativement bas de prisonniers en Algérie s'explique par la solution finale appliquée par l'armée française aux Algériens pris les armes à la main ou raflés dans le bled. Si on ajoute à ce décompte macabre les pertes des années 1960 à 61 et 62, au moment où le général Maurice Challe a déroulé son gigantesque rouleau compresseur, on s'aperçoit que le chiffre d'1 million de victimes est loin d'être exagéré. Ce que j'ai vu dans l'ancienne caserne française de Zeytouna n'est qu'un exemple de ce qu'a subi le peuple algérien. L'Algérie est encore en majorité rurale. Avec le repliement des sas, les paysans regroupés dans les camps regagnent leurs douars ou s'installent sur les terres des colons. Ils retroussent leurs manches. Une forme d'autogestion née par génération spontanée se met en place. Les blés sont moissonnés. L'année 1962 est une année faste. L'Algérie ne connaîtra pas la disette. Comment et par quels moyens l'Algérie va-t-elle reconstruire ce qui a été détruit et par qui va-t-elle faire fonctionner les rouages d'un État viable? Ai-je tort de croire que l'armée algérienne moderne que j'ai vue naître et grandir est bel et bien la seule force organisée capable de mettre fin à l'insécurité qui suit les sorties de guerre et de fournir aux institutions et aux administrations la ressource humaine qui leur permettra d'exister et de travailler? Depuis que la Révolution a commencé à prendre et à s'étendre, l'interaction entre le politique et le militaire a été permanente. Qui était politique et qui était militaire au cours de l'espace-temps du conflit algéro-français? Tous les membres du FLN-ALN étaient mus par une idée éminemment politique, au sens plein et superlatif du terme. La plupart n'étaient militaires que par nécessité. Ainsi, la place de l'armée dans la nation en guerre structurée par une porosité de tous les instants l'édifice politico-administratif de la Révolution, le Nidam. De qui l'Algérie indépendante peut-elle attendre le salut, si ce n'est de l'armée nationale rendant vide de sens le slogan tant rabâché de la primauté du politique sur le militaire? Je reviendrai plus loin sur cette question car elle me tient à cœur. Qu'importe si je casse un tabou. Je suis encore à Colo quand me parvient la décision de la constitution de sous-groupements articulés chacun en 3 bataillons. L'ensemble est approximativement l'équivalent d'un régiment français. Par la suite, ces mêmes sous-groupements seront renforcés par des unités d'appui, de soutien et de transport pour atteindre les effectifs et les moyens de brigades d'infanterie motorisée. Mais nous n'en sommes pas encore là. Malgré les pérégrinations de mon unité à travers le nord constantinois, le PC du sous-groupement est installé à Tarf. Il est commandé par Chedli Benjdid, secondé par Kamal Abdelrahim, Ali Bourdir et moi-même. Je rejoins Tarf à la tête de mes hommes. D'autres ordres ne tardent pas. Nous devons faire route vers Boussaada, où Boumedienne a installé provisoirement son état-major. Il ne faut pas être grand stratège pour comprendre que Boussaada est la plateforme idéale pour celui qui veut descendre sur Alger. Je crois deviner la finalité de toutes les allées et venues qu'on nous fait faire. D'autant qu'il se confirme que les 2 groupes qui se disputent le pouvoir entraînent derrière eux pour celui dit de Tlemcen les forces des wilayas 1, 5 et 6 et une partie de celles de la 2, pour celui de Tizi Ouzou, celle des wilayas 3 et 4. Ne trouvant pas Chedli Benjdid absent pour je ne sais quelle raison, je fais mouvement sur Boussaada pour Constantine, Sétif et Msila avec les 11e et 13e bataillons composés de vétérans de la première zone de la base de l'Est. À Constantine, nous sommes bloqués par des mouvements de foule. Les Algériens ne veulent pas d'affrontements fratricides.
Sab'a snin barakat, 7 ans ça suffit, signifie qu'après tant d'années de souffrance, alors que nous pleurons encore nos morts et recherchons nos disparus, voilà que nous assistons à l'impensable. Nos fils rescapés des Djbel s'entretuent sous nos yeux. Le slogan pacifiste sonne à nos oreilles comme un reproche. Le désespoir des citoyens s'exprime par des gestes spectaculaires qui nous touchent profondément. Hommes, femmes et enfants se couchent devant les roues des camions. Nous militaires, nous souffrons de cette fracture qui est en train de précipiter l'Algérie dans la guerre civile. Comment leur dire que nous n'y sommes pour rien? Comment expliquer à ces mères éplorées, à ces vieillards en larmes, que nous ne sommes pas des fauteurs de guerre civile, mais de simples soldats dépassés par les événements? Confusément, je pressens que quelque chose est en train de changer, peut-être la robe immaculée dont le peuple revêtait la révolution. Ali Menjli, ancien cadre de la Wilaya 2, a conservé des relais et des amitiés dans la région. Il se trouve opportunément là. Il monte sur la cabine d'un camion, harangue la foule et réussit à calmer les esprits. Ce n'est que 2 jours plus tard, en début de soirée, que nous arrivons à destination, tant la progression a été ralentie par les démonstrations populaires. Boumediene a pris ses quartiers à Boussaada, à l'hôtel Transat, en compagnie de ses 2 adjoints, Qaïd Ahmed et Ali Menjli. Les chefs des wilayas 1 et 6, Tahar Zbiri et Mohamed Chabani, vont et viennent. Houari Boumediene me demande si mes hommes ont dîné. Affirmatif. J'omets d'ajouter de pain et de pastèques depuis 3 jours. Un luxe, souviens-toi de la suiqa, et je dis à mon estomac, qui me s'usurait d'exiger du méchoui puisque nous sommes à Boussaada. Boumediene m'explique ma mission. Vous irez à Ain Hijla, m'ordonne-t-il. Vous y trouverez les unités de la wilaya 1 que commande Tahar Zbiri. Vous marcherez sur Alger, vos bataillons en tête. Et d'ajouter en français, tournez les canons vers le bas. Je ne veux pas de sang, mais il faut arriver à Alger. C'est la première fois que je suis en tête à tête avec Houari Boumediene. Pendant les années de guerre, quand il venait à la rencontre des officiers, je pensais à autre chose qu'à détailler son visage ou à essayer d'interpréter ses mimiques et ses gestes. Son visage est le même que celui que je lui ai connu sur la frontière, osseux et anguleux, avec des pommettes saillantes, un front immense, des yeux petits et presque sans cils, une lippe charnue immobile pour cacher une dentition ravagée par le mauvais tabac. Les portraits physiques de Houari Boumediene que j'esquisse peuvent sembler à chaque fois différents, disant qu'ils sont évolutifs. Un visage, une dégaine, une façon d'être ne sont jamais statiques. Ils sont ce que nous devenons sous l'impact des émotions et des événements. Boumediene a eu plusieurs visages. Une seule chose n'a jamais changé chez lui, le regard. Un regard fixe, vibrant d'un flux intensément expressif, venant de ces profondeurs de l'être où naissent les instincts primitifs de certains animaux qui savent que pour survivre, ils doivent mordre et terrasser. Il n'y a aucune humanité dans le regard de Houari Boumediene quand il se pose sur celui qui a fait naître sa vindicte. La fixité du regard de Houari Boumediene et le tranchant de son index en cette fin de mois de juillet à Boussaada me font comprendre qu'il est décidé à réduire par la force tous les obstacles sur son chemin. Je comprends surtout que nous risquons d'utiliser nos armes contre nos frères. Les 11e et 13e bataillons se mettent en route. Au cours de l'après-midi, les éléments de la première ont été au contact des Moudjahidines des wilayas 3 et 4. Plusieurs centaines d'hommes disposant d'une redoutable panoplie d'armes ont été arrêtés par un fragile obstacle. 2 barils disposés d'un côté et de l'autre de la route, joints par un simple madrier. Un adjudant petit, maigre, agité et vociférant, le PM en bataille, menace d'abattre quiconque oserait toucher à la barrière dont il a la garde. Sur un talus à gauche, protégé jusqu'aux épaules par un mur en toube, 20 hommes pointent leurs fusils vers les nouveaux venus. Zbiri essaye de parlementer avec l'adjudant. Peine perdue. Le sous-officier ne veut rien savoir. Vous ne passerez pas, répétait-il. Zbiri semble désemparé. Il ne donne aucun ordre. Soudain, un de ses compagnons, Mohamed El-Hadi Rzaïmiya, se précipite, saisit le garde-frontière par le collet et l'écarte violemment de la route. Ces hommes, derrière leur abri en toube, baissent leurs armes. Les premiers éléments de la première passe au sens propre et figuré, le point de non-retour. Le lendemain, vers la fin de la nuit, j'arrive à mon tour sur les lieux et je passe en tête pour relever les unités de la wilaya 1. J'ordonne à mes hommes de mettre les fusils à la bretelle, canons pointés vers le sol, de sorte à montrer aux Moudjahidines en face que nous ne voulons pas leur tirer dessus. Je suis également sans armes. J'espère qu'afficher nos bonnes dispositions suffira à convaincre ceux qui semblent vouloir nous barrer la route de ne pas nous prendre pour cible. Tahar Zbiri, très affecté, répète sans arrêt « Karitha, Karitha ».
Mes bataillons tentent de progresser, le premier à droite de la route, le second à gauche. Comme je viens de l'écrire, les canons des fusils dirigés vers le bas. L'armement lourd suit, tube tourné vers l'arrière. Au moment où le 13e bataillon arrive à hauteur d'une unité de la Wilaya 3, un coup de feu retentit. Un moudjahid de la 3e retourne son arme contre lui-même. Il se donne la mort. Terrible présage. Les moudjahidines de la 3e n'opposent aucune résistance sérieuse. Ces hommes qui ont combattu les troupes d'élite de l'armée française peuvent, s'ils le veulent, faire une hécatombe dans nos rangs. Ce n'est certainement pas le courage qui leur manque. Nous pensons qu'ils ne veulent tout simplement pas tirer sur leurs frères d'armes. Malgré quelques péripéties, nous poursuivons notre route vers Sidi Issa. Avant d'aborder Sidi Issa, je dépêche Qaddour Bouhrara en reconnaissance avec une section à bord d'un véhicule. Je le rejoins 1 heure plus tard. Nous sommes à quelques centaines de mètres de Sidi Issa. Nous essuyons des tirs nourris. Les choses deviennent sérieuses. Me croyant hors de portée, j'ordonne à mes hommes de ne pas riposter et de demeurer dans les camions. 4 Jounouds sont atteints. Ils tombent des véhicules. Je n'ai pas le choix. Je fais mettre pied à terre à tout le monde et prends des dispositions de combat. Le reste du bataillon finit par rejoindre. Les canons de 75 mm sont mis en batterie. Quelques tirs de sommation et Sidi Issa est pris sans coup férir. Tahar Zbiri, en compagnie de Hassan Khatib, arrive sur ces entrefaites. Les 2 colonels se rendent dans une maison où se trouvent d'autres responsables de Wilaya 3 et 4. Des négociations sont engagées. Entre-temps, les Djounou de la Wilaya 3, encerclés par nos hommes, esquissent un mouvement de repli. J'avertis Zbiri, il me dit de les laisser partir. Nous passons la nuit à la sortie de Sidi Issa au bord d'un oued sous des eucalyptus. Mes reconnaissances m'informent que des éléments des Wilaya 3 et 4 ont renforcé leur position et semblent décidés à ne pas céder un pouce de terrain. À qui avons-nous affaire? Ceux qui le matin nous ont pratiquement laissé passer ont-ils subi la pression d'un quelconque responsable? Nous apprenons que Mouhoul Hajj, accompagné d'officiers de la Wilaya 3, est venu haranguer ces hommes. Le lendemain matin, nous reprenons la route. Je suis à bord d'un véhicule civil, en tête du peloton monté sur camion. Soudain, je distingue des départs de feu provenant des premiers contreforts du col de Dira. On nous tire dessus. Les 11e et 13e bataillons descendent des véhicules et engagent un mouvement d'enveloppement. Une compagnie de la Wilaya 4 ainsi que 8 mitrailleuses Douchka en appui le long de la route sont avec moi. Tahar Zbiri est debout à découvert, indifférent aux balles qui sifflent à ses oreilles. Il nous demande de forcer le passage. Après 4 heures de combat, je m'aperçois que nous sommes pris entre 2 feux. Le gros de nos éléments est retardé par l'intensité des tirs. Je supplie des pertes. Je décide de rejoindre le PC de Sid Tahar, situé à quelques centaines de mètres de là. Je grimpe derrière un motard, une sorte de cascadeur, qui est à ce jour-là la baraka puisque nous passons sans être touchés à travers le déluge de balles. Je rejoins Tahar Zbiri pour lui demander de faire activer la progression des bataillons envoyés en enveloppement. Zbiri charge le capitaine Mohamed Salah Ben Abbas de la Wilaya 1 de faire avancer plus vite les unités. Le capitaine Ben Abbas, vêtu d'une qashabia rayée, est également sans armes. J'apprendrai que Mohamed Salah, en se portant vers le bataillon de gauche, reçoit une balle en plein cœur qui le tue sur le coup. L'enveloppement réussi, les tirs des armes lourdes et des bataillons nous débloquent le passage. Au cours de ce 2e jour, les combats dépassent en intensité tout ce que j'ai vécu personnellement pendant la guerre de libération. De nombreux Djounou des Wilaya 3 et 4 cessent le combat et viennent à nous spontanément. Ils sont conduits vers Boussaada où se trouve le quartier général de Boumediene. Nous nous regroupons durant la nuit et à l'aube, nous nous dirigeons vers la ligne des crêtes du Jbel Dira. Je fais une tentative de persuasion pour éviter d'autres victimes. Je dépêche le chef du 13e bataillon, Qaddour Bouhrara, pour demander à ceux d'en face de ne pas se mettre au travers de notre chemin. Il s'adresse à eux à l'aide d'un porte-voix en guise de réponse. Il est pris pour cible. Quelques obus de 75 mm sans recul et nous voilà sur les hauteurs de Dira. De notre perchoir, nous découvrons au mal, au loin. Des unités de la Wilaya 1 qui se trouvent en 2e échelon repassent en tête. Elles avancent le long de la route malgré la destruction des ponceaux qui enjambent les nombreux oueds, à sec en cette saison. C'est là que les hommes de la première se déchaînent suite à la mort de leur capitaine la veille. Leur riposte est très forte. Du haut du Dira, je vois des silhouettes en pourchassés, d'autres à travers la campagne. Des coups de feu continuent de fuser, mais d'une façon discontinue. Quelque temps plus tard, c'est l'accalmie. Je regroupe mes hommes et nous nous dirigeons vers Sour el-Ghozlan,
que nous atteignions 2 heures plus tard. Un hélicoptère transportant Ben Bella atterrit. Ben Bella nous demande de cesser de répondre aux tirs. Nous obéissons et essayons de nous mettre tant bien que mal à l'abri. Le futur président de la République, bientôt suivi par Tahar Zbiri, se dirige vers l'hôpital où il y a de nombreux blessés. Sa décision de faire arrêter le feu fait suite, comme je l'apprendrai plus tard, à un accord conclu à Alger entre les belligérants. Tahar Zbiri se rend dans la capitale avec Ahmed Ben Bella. Nous restons à Sour el-Ghazlan dans l'attente de la suite des événements. Ceux qui sont encore de ce monde peuvent témoigner des sentiments de tristesse et de peine qui furent les nôtres en ces instants. N'ayant pas de nouvelles de nos responsables, nous nous portons sur la ville de Tablat. Alors que nous nous trouvons dans le col qui borde le défilé qui échancre les montagnes entourant cette ville, Qaïd Ahmed, sûrement informé de notre progression, nous rejoint. Il nous confirme que des contacts avec les responsables des wilayas 3 et 4 sont en cours et qu'il n'y a pas lieu d'avancer encore plus.